Rebonjour à cette série sur la simulation énergétique de Tiny House avec Red Screen Expert. Dans cette première vidéo technique, on va modéliser informatiquement le bâtiment de Tiny House de Anna White. Donc ici, j'ai créé un SketchUp, donc un modèle 3D de la maison. Ça, c'est simplement pour me faciliter la tâche en termes de superficie. Donc, puisque c'est super facile de euh, calculer les superficies de surface. Comme ici, c'est en pouces, je pourrais le changer en mètres carrés ou en pieds carrés. Je vais le mettre en mètres carrés. Ça va m'aider beaucoup pour le visualiser et pour entrer les valeurs par la suite. Ce qui est vraiment le plus important, vous pouvez choisir de le modéliser ou pas, ou simplement faire des calculs brouillons sur le côté ou avec un tableur Excel. Mais ce qui est super important, c'est de télécharger Red Screen Expert, parce que c'est le logiciel de simulation qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc vous pouvez aller sur Google, tapez Red Screen Expert, ça sera le site de Ressources naturelles Canada, le premier site sur la liste. Vous cliquez ici pour le télécharger. Moi, évidemment, je l'ai déjà téléchargé. Puis je vais l'ouvrir à l'instant. Ouvrir à l'instant. Donc, comme j'avais mentionné plus tôt, Red Screen Expert, il y a une version payante, mais vous allez avoir toutes les mêmes fonctionnalités, sauf l'enregistrement. Donc, vous pouvez quand même ouvrir un autre logiciel, un fichier existant. Par exemple, si vous prenez un des miens, vous pourrez faire les analyses avec le photovoltaïque, avec les bâtiments, mais vous ne pouvez pas enregistrer. Donc, vous pouvez faire vos analyses, mais fermez pas votre ordinateur. Lorsqu'on ouvre Red Screen Expert, on arrive à cette page. Puis ça représente l'ensemble des possibilités avec le logiciel. Oui, on peut faire des simulations énergétiques pour savoir la consommation de chauffage ou d'électricité ou d'énergie d'un bâtiment, mais ça se limite vraiment pas juste à ça. En fait, si on veut simplement comparer un bâtiment existant avec des valeurs typiques, donc des valeurs qui sont dans le système, on peut le faire. C'est la première étape habituellement. On veut savoir c'est quoi la moyenne, c'est quoi le marché, puis ce serait quoi mon objectif. Donc, se comparer. Ce qu'on va toucher aujourd'hui, c'est l'étude de faisabilité. Donc, on va modéliser un bâtiment, on va modéliser sa consommation énergétique, on va appliquer des mesures d'efficacité énergétique qui ont des coûts. Donc, par exemple, rajouter de l'isolant, ça va engendrer des coûts supplémentaires, mais on va voir la rentabilité de ces investissements-là. Si on voulait, on pourrait mettre l'accent sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on a évitées en faisant ces choix de conception-là. On va pas faire ça aujourd'hui, mais sachez que c'est facilement faisable. Et ce qui est un des aspects vraiment intéressants de Red Screen, c'est que ça offre une possibilité de faire des analyses financières vraiment détaillées, très professionnelles, facilement. On va pas s'y attarder cette fois-ci, mais sachez que vous pouvez faire des beaux graphiques, des analyses de risque pratiquement en deux clics. Un autre aspect super intéressant de Red Screen, c'est l'aspect performance. Donc, lorsqu'on a un bâtiment existant ou un système, par exemple, de production d'énergie existant, on peut comparer sa performance avec des factures énergétiques avec la théorie. Donc, on pourrait comparer le, la consommation énergétique d'un bâtiment avec ce qui aurait dû performer en utilisant les degrés jours, qui est en fait des, des outils d'analyse, des méthodes d'analyse avec la normalisation. Donc ça, c'est un autre
un autre aspect qu'on va pas regarder aujourd'hui, mais qu'on pourrait regarder une autre fois. Donc, on va s'attarder surtout sur le côté faisabilité. Faisabilité, donc on va créer un bâtiment. Puis, afin de créer un nouveau projet, ce qui est vraiment pratique avec RedScreen, c'est l'analysateur d'énergie virtuelle. Donc, ça permet de générer un projet typique, soit de production d'énergie renouvelable, comme ici on pourrait avoir un projet typique de photovoltaïque ou d'éolienne. Donc un projet qui serait tout rempli avec des valeurs par défaut réalistes et surtout selon la région qu'on est intéressé. Donc dans notre cas, nous on est intéressé par une maison résidentielle, une maison mobile. Donc exactement, une tiny house maison mobile. Puis on va regarder à Montréal. On va simuler. Ça pourrait être n'importe où dans le monde. Ça a vraiment peu d'importance. Donc, on est installé à Mirabel. Il est en train de faire ses calculs. Donc, déjà là, on a un premier modèle. On a un... Si on regarde ici, avant de vous parler du modèle, je vais vous montrer des onglets que vous allez remarquer. Donc, dans l'onglet Lieu, on a ici de géolocaliser notre maison avec les valeurs de, de positionnement géolocalisé. Ici, on a les données mensuelles de climat pour notre localisation. Ce que RedScreen va faire automatiquement, c'est de prendre les valeurs de la station météo la plus proche de votre localisation afin de, de que votre simulation énergétique soit selon des valeurs au sol qui sont plus précises que les valeurs NASA. Et ces valeurs-là qui ont été prises au sol, c'est des moyennes sur les 30 dernières années. Donc, ça correspond à une année typique. Donc, vos analyses que vous allez faire de consommation et tout ça, c'est selon une année typique à votre géolocalisation. Donc, le modèle a besoin des températures de l'air, a besoin du rayonnement solaire, il a besoin de la vitesse du vent, il a besoin des degrés jour. Fait que ça permet de calculer les consommations de chauffage, consommation de climatisation. Donc, on a ici, on pourrait sortir des graphiques sur les données climatiques. Donc, ça, c'est pour le lieu. L'installation, ça permet de se comparer. Donc, c'était le premier quartile du cercle au début. En fait, celui-ci. On a notre lieu, on a l'installation. Donc, ici, on peut rentrer des informations sur notre site si on veut, parce qu'on peut sortir un rapport à la fin. Donc, les informations vont être là. Ça fait plus professionnel. Ici, ça nous permet de se comparer selon des résidences des maisons mobiles typiques. Donc, l'intensité énergétique moyenne minimum, c'est 168 kWh par mètre carré. Maximum, 292 kWh par mètre carré. Donc, on peut se fixer un objectif. Dans notre cas, c'est un peu moins intéressant, mais si on serait, par exemple, on voudrait atteindre une certaine certification ou on a des objectifs de réduction, ça serait pratique. Deuxième onglet, c'est l'énergie, ce qui va nous intéresser le plus pendant ce premier vidéo. Ici, comme je vous ai dit, on a généré un bâtiment typique de maison mobile. Donc, c'est une maison, c'est un fichier avec tous les équipements typiques d'une maison mobile, en grosseur et en quantité. Donc, ici, on a le total d'énergie en kilowattheure, en chaleur, généré par cette maison-là, en climatisation, parce qu'il y a un système de climatisation dans ce cas-ci, et en électricité. Puis ça ça génère tout de suite le combustible économisé
Ça, c'est parce qu'ils ont créé un modèle de base, puis ils ont créé un modèle proposé, donc fait avec des améliorations. Fait que si on regarde juste le combustible du cas de référence, là, on a une maison qui consomme 15 000 kWh de chauffage par année et 650 kWh d'électricité dans une année. Puis ici, on voit euh, que l'enveloppe du bâtiment, c'est... Il y a pas... Ouais. Fait que l'enveloppe du bâtiment et le système d'eau chaude, c'est les deux seuls secteurs qui demandent du chauffage. Donc, ils n'ont pas de système de ventilation avec un ventilateur récupérateur de chaleur, mais un système de ventilation qui va fournir de l'air frais et chauffer l'air frais. Probablement parce que la maison est tellement est très peu étanche, donc ils n'ont pas besoin d'un ventilateur, un échangeur de chaleur finalement. Ils ont quand même un système de climatisation et ils ont tous ces systèmes électriques-là qui consomment tant. Ici, on peut regarder c'est quoi la proportion de consommation énergétique vraiment facilement. Donc, système de chauffage, premier. On parlait de 60% tantôt. On est quand même très proche là, avec le 55%. Eau chaude, 10%. Sinon, les équipements électriques groupés, c'est 20%. Puis maintenant, si on regarde le cas proposé, juste par curiosité, donc on a la consommation de chauffage qui est passée qui est tombée d'à peu près 4%. L'éclairage a beaucoup chuté. Puis l'eau chaude est relativement stable. Donc ça pour dire, cas de référence, euh, c'est ce qu'on consomme. Mais on a des, des combustibles économisés. Donc à même, comment que ça fonctionne Red Screen, puis même avant d'être Red Screen Expert, si jamais vous téléchargez la version gratuite qui est Red Screen 4, vous allez vous apercevoir que l'interface est totalement différente. En fait, l'interface a été faite dans Excel. Donc c'est un tableur Excel qui finalement, il- chaque item est un formulaire. Donc l'enveloppe du bâtiment, ça serait un formulaire. Ce qu'on retrouve dans l'enveloppe du bâtiment, c'est l'orientation, les murs, les fenêtres, les portes, le toit, le plancher, les infiltrations. Puis lui, il regarde pour tous les mois de l'année, il fait une moyenne. Puis la consommation énergétique en chauffage, c'est 12 000 kWh. Mais automatiquement, dans ce formulaire-là, il y a deux rangées. Il y a le code référence et le code proposé. Donc, ça te permet de, oui, premièrement, on va commencer par le code référence, mais on va être super intéressé à bâtir un code proposé pour voir, pour pouvoir comparer la consommation énergétique si on applique des mesures d'efficacité énergétique. Par exemple, ici, ce qu'on a modifié de un à l'autre, entre autres, le taux d'infiltration. Donc ici, on est à 0,6 changements d'air à l'heure. Ici, on est à 0,4. Puis, ce que ça veut dire, c'est que pour passer de 0,6 à 0,4, on a besoin d'un investissement de 200 $. Je pense que c'est la seule modification sur coût. C'est la seule modification qui est proposée dans celui-ci. Parce qu'on a nos surfaces de murs sont pareilles. Notre isolation est pareille. Nos surfaces de fenêtres est pareille. La qualité de nos fenêtres sont pareilles. Les portes sont pareilles.
Le toit, il est pareil. Le plancher, il est pareil. Le volume, il est pareil. C'est vraiment les changements d'heure à l'heure. Donc, ce qui veut dire qu'en ayant une maison plus étanche, on réduit de presque 30% notre consommation de chauffage. Et 15% dans ce cas-là, consommation de climatisation. Puis ici, on a l'onglet Inclure la mesure. On va revenir à la page principale qu'on était tantôt dans Énergie. Ici, on regardait l'enveloppe du bâtiment. Et ici, on a Inclure la mesure. Donc, on regardait la mesure de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on avait un surcoût à l'investissement de 300 $. Pourquoi j'avais 200 $ dans la tête? OK. Fait que 100 $ de base, 200 $ pour le surcoût. Donc, on a un total de 300 $. Donc, ça va être beaucoup votre travail pour votre projet à faire votre logique. Je sais pas vraiment pourquoi il a mis 100 $ en surcoût à l'investissement. Ça peut être XY raison. Mais vous pouvez tout le temps vous fier, comme règle du pouce, des investissements qu'ils ont fait, là. Donc 200 $ de plus, c'est plus de tape, une meilleure attention. Je trouve ça quand même peu, 200 $ pour... mais ça se peut que ça soit une maison existante qui vont juste aller appliquer du caulking, de la mousse isolante, des coupes air. Donc, juste lui redonner une petite étanchéité en l'entour des fenêtres, en dessous des portes. Puis ça, c'est assez pour rentabiliser son investissement de 300 $ en un peu plus d'un an. Donc, on paye 300 $ sur quoi l'investissement, fait que le coût initial. Puis ici, on a le coût économisé en combustible. Donc, on a le retour d'investissement de 1,1 an. Puis là, on peut regarder, OK, est-ce qu'il avait fait des propositions par rapport à l'éclairage? Oui. Donc, encore là, un retour sur investissement d'1,2 années, moins d'un an. Donc, c'est ce qu'on va faire pour tous les autres formulaires. On va commencer par bâtir notre modèle de référence. Par la suite, on va créer un modèle proposé. Dès là, je vous ai une idée de ce qu'on va avoir, là. Donc, dans leur cas proposé, si avec le bâtiment de référence et ce qu'ils proposent, on a un amortissement de 5 ans. Et donc, à partir de 5 ans, ils prévoient économiser 600 $ par année par la suite, ce qui est super rentable comme scénario. On va voir si on est capable d'avoir un, un potentiel du même niveau. Donc, pour commencer, ce que je vous suggère, c'est d'aller de l'étape 1 à l'étape 4. Donc, de gauche à droite, de haut en bas. Donc, ici, on commence en haut. Électricité et combustible. Donc, dans notre petite maison, c'est possible qu'on chauffe et on cuisine au propane ou au gaz naturel. Si c'est le cas, vous choisissez le combustible en fonction. C'est possible que vous chauffez et vous cuisinez seulement à l'électricité. Dans ce cas-là, seulement mettre le coût de l'électricité. Mettons, c'est plus 8 cents du kilowattheure. Euh, Si vous n'allez pas utiliser de combustible comme de propane ou gaz naturel, vous n'avez pas besoin de le supprimer. En fait, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous allez tout le temps avoir au moins un combustible, mais il ne sera juste pas utilisé dans votre modèle. Si vous en avez, mettez le coût euh,
de votre combustible. Si c'est gaz naturel, généralement c'est en mètres cubes. Donc vous choisissez mètres cubes, puis c'est à peu près ça, là, 45 cents du mètre cube. Deuxième étape, ça arrive un peu tôt, mais c'est bon tout de suite y penser, c'est les horaires. Donc les horaires, ils seront utilisés dans l'enveloppe du bâtiment pour que vous puissiez dire au modèle, OK, dans My Tiny House, ou selon, selon la zone que vous allez modéliser. Généralement, on modélise des enveloppes du bâtiment selon des zones thermiques. Donc des zones qui ont un système de chauffage unique ou une, un horaire unique. Par exemple, le garage et la maison, ils n'ont pas nécessairement la même température selon les mêmes heures. Euh, c'est possible que votre sous-sol soit chauffé électriquement et que votre rez-de-chaussée, ben là, dans le sous-sol pour un tiny house, non, là, mais dans le cas d'une maison normale, standard, votre sous-sol soit électrique et votre rez-de-chaussée soit chauffé à la thermopompe, par exemple. Fait que vous auriez, dans ce cas-là, si vous aviez un sous-sol électrique, un rez-de-chaussée thermopompe, puis un garage qui a une différente température, vous auriez trois enveloppes du bâtiment. Donc, trois zones thermiques. Dans notre cas, on a seulement une tiny house, donc on va faire seulement une zone thermique. Euh, ici, on a le cas de référence. Donc, si on se met tout de suite comme hypothèse que notre tiny house de référence, c'est une tiny house avec une performance ordinaire. Donc, ici, dans l'horaire, on va prédire qu'on n'a pas de thermostat programmable. Donc, notre point de consigne de chauffage est constant. On va le mettre constant à 22 degrés. Climatisation, on ne va pas avoir de climatisation. On va juste l'enlever. Donc, température, ici on a mis 22 lorsque c'est occupé. On va garder 22 lorsqu'il est occupé parce qu'on va être occupé 24 heures sur 24. Donc, il n'y a aucune variation. C'est comme si on avait un thermostat à roulette Honeywell. Ici, c'est super important. C'est la température de balance de notre maison. Donc, ça, en fonction de la qualité de notre enveloppe, puis la grosseur de notre bâtiment, ça va varier. Donc, c'est à partir de 16 degrés et moins, on commence à chauffer. C'est ça qui est indiqué. Donc, si par exemple on a une maison super performante, ça se peut que lorsque la température extérieure est à 14 degrés, on commence à chauffer. Puis là, on va voir les nombres de jours de chauffage réduire. Ils sont rendus à 220. Dans le cas d'une tiny... Donc, lorsque notre tiny house va être performante, peut-être qu'on va baisser ça à 15 degrés. Là, parce qu'on aura besoin de moins de journées de chauffage. Pour l'instant, on se base sur l'archétype de Red Screen, donc 16 degrés. Donc, les horaires, c'est utile pour les bâtiments, les enveloppes du bâtiment, parce qu'on a un point de consigne à atteindre dans le bâtiment. Mais c'est aussi pratique pour les systèmes de ventilation. Lorsqu'on a un échangeur de chaleur, généralement, on a besoin de, de chauffer l'air frais afin d'arriver à un point de consigne. Donc, d'habitude, on va avoir de l'air frais qui va rentrer dans le bâtiment, il va passer au travers d'un échangeur de chaleur. Si, si on a un bon rendement d'échangeur de chaleur, on aura besoin de moins chauffer pour l'amener, mais généralement, on veut quand même souffler cet air-là à peu près 40 degrés Celsius dans notre bâtiment pour que ce soit confortable. Donc, on a un système de chauffage. Donc, on a besoin d'y dire à quelle température qu'on
qu'on veut chauffer. Donc, ici, on n'a pas de système de ventilation. Pour l'instant, ça va être nécessaire lorsqu'on va faire un bâtiment efficace, une tiny house efficace, donc avec très peu d'infiltration, d'avoir un échangeur de chaleur pour rentrer plus d'air frais. Donc rendu là, on va rajouter un système un horaire. Donc on pourrait mettre tout de suite système de ventilation. En fait, je vais créer un nouvel horaire pour ça, là. Donc c'est la même chose, on va avoir l'air à 22 degrés, température de chauffage. En fait, je vais le laisser vide, puis on pourra tout système de ventilation, puis ça c'est proposé. On va pas le mettre dans le premier. Donc, on a fini horaire. On va avoir un horaire pour notre enveloppe du bâtiment, puis pour notre système de chauffage, lorsqu'on va le proposer. Puis, ici, on peut déjà anticiper qu'on va avoir un thermostat programmable dans notre cas proposé. Donc, pour se mettre à l'idée tout de suite, là, j'en parle. Donc, par exemple, si on prévoit analyser la rentabilité d'avoir un thermostat programmable, donc combien ça coûte un thermostat programmable? 30-50 $. Donc, on va mettre 50 $ dans le formulaire. Puis ici, on va changer les points de consigne pour dire, OK, lorsqu'on est occupé, donc quand on est présent à la maison, c'est à 21. Lorsqu'on n'est pas présent à la maison, c'est à 18. Et on va adapter les heures d'occupation en fonction. Contrairement à être 24 heures sur 24, donc avoir un thermostat à roulette qu'on touche jamais. Mais là, on a un thermostat programmable qui a coûté 50 $, mais qui va nous faire économiser de l'énergie. Tantôt, quand on regardait les mesures du bâtiment, j'ai dit qu'on avait sauvé euh, beaucoup de chauffage simplement avec l'infiltration, mais non, il y avait aussi l'horaire qui est appliqué. Donc, le, le 300 $, ça se peut que le 100 $, ça venait d'ici. Tantôt, je ne savais pas d'où est-ce qu'il venait le 100 $, là. Je pense que ça vient pour un thermostat programmable. Puis le 200 $ pour des, de l'argent pour investir dans du caulking puis de la petite mousse. Donc, on a fini pour les horaires. Système de chauffage maintenant. Donc, eux, il y avait un chauffage au gaz naturel. Moi, je dis qu'on n'a pas un chauffage au gaz naturel, on a un chauffage électrique. Un chauffage électrique, ça a un rendement de 100%. On est chanceux au Québec. On a de la belle électricité, pas cher. Il faut l'utiliser. Des fois, c'est dans le cas d'une tiny house qui va être autosuffisante, c'est peut-être avantageux de chauffer, de cuisiner au gaz naturel, parce qu'on a la contrainte d'autosuffisance qui rentre en compte. Mais si on a une tiny house branchée, comme ici, euh, pourquoi pas utiliser l'électricité? L'électricité est très peu chère, relativement, et propre. Puis on a un bon rendement. Fait qu'on va pas perdre de l'énergie. Dans le cas proposé, on pourrait mettre une thermopompe, par exemple, si on voudrait. On pourrait mettre... On va voir combien de chauffage qu'on a au final. Mais comme là, il avait proposé un meilleur système de chauffage qui aurait coûté 2000 $. Donc un rendement qui aurait passé de 75 à 95%. Donc généralement au gaz naturel, rendement de 95%, c'est une chaudière à condensation, là, mais on va, on va analyser lorsqu'on va avoir la consommation totale. Eau chaude sanitaire. Donc, on s'entend pour dire
Ça pourrait être au gaz naturel aussi, là, si on était vraiment en mode off-grid. On aurait pu avoir un système de chauffage instantané au gaz naturel. Dans notre cas, on va avoir un système de chauffage électrique. On n'a pas besoin de donner la capacité de nos équipements. Comme ici, on pourrait dire combien de kilowatts. Donc, on a un 2500 ou un 2.5 kilowatts. Mais ça n'a aucune influence sur le modèle. C'est juste des fois, c'est plus pratique lorsqu'on veut établir un coût, comme pour des grosses, mettons, on pourrait établir euh, 200 $ par kilowattheure. Fait que ça nous ferait un coût pour un 2.5 km de 500. Ça, c'est un chiffre approximatif, là, mais ça peut servir de mettre le dimensionnement pour faire un petit peu plus de logique au niveau de la modélisation. Donc ici, on est à 100% d'efficacité, ce qui est généralement vrai, puisque les chauffe-eau sont rendus super bien isolés. Si on aurait un chauffe-eau mal isolé et que les pertes de chaleur iraient entre guillemets nulle part, là on pourrait penser à baisser. Mais dans notre cas, on se dit notre système de chauffage, notre système de chauffe-eau est nouveau, il est dans la maison, donc les pertes thermiques retournent dans l'enveloppe. Il contribue à chauffer la maison, donc on a un rendement de 100%. Pour le froid, climatisation, euh, moi j'en veux pas. Fait que je vais juste le supprimer. Fait que là, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est qui est utilisé dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, si on veut l'enlever, il faut l'enlever de l'enveloppe du bâtiment. Enveloppe du bâtiment. On a ici, on a chaleur. Notre enveloppe demande de la chaleur et du froid. On va juste dire qu'on a besoin de la chaleur. Donc, on n'a plus de consommation de climatisation. Même ici, si je vais souvent peser là, c'est pour retourner au formulaire général. Fait qu'on n'a plus de froid. Fait que maintenant, on peut enlever notre système de climatisation. Clac. On est rendu à l'enveloppe du bâtiment. Fait que ça, c'est le formulaire qui est le plus long à remplir. Et aussi un des plus importants, là, parce qu'on a vu ici là, que le chauffage, c'est 50%, 50-60% de la consommation énergétique. Puis ça passe tout dans l'enveloppe. Donc, pour le faire en fonction de, de la- du modèle de Anna White, on va rentrer les superficies de mon petit modèle SketchUp. Donc, on va s'établir les orientations. Donc, ici, lorsque je, moi, je me suis orienté les grandes fenêtres au sud. Donc, mon nord va être l'autre côté. Je vais commencer à calculer mes surfaces de façade au sud. 22.3. Là, ici, je suis en mètres carrés. Mètres carrés, 22.3. Fait que le nord du bâtiment, on pourra jouer avec ça, mais c'est correct que j'avais mis mon sud puis avec le nord du bâtiment. Aussi, ouais, je vous ai même pas dit ça. À chaque fois que vous vous posez la question par rapport à la signification ou à avoir une description de l'entrée, donc de cet objet-là, par exemple le nord du bâtiment, c'est quoi? Ici, mon écran est tout petit, mais il y a un point d'interrogation à côté de mon curseur. Donc, je peux juste cliquer dessus, puis il va apparaître la description de cette entrée-là. Euh, donc, la façade nord orientée à 10 vers l'est, on entre plus 10. Puis ça arrive souvent qu'il y a des exemples. Donc, en cliquant exemple,
On voit, OK, ça c'est notre nord géographique. Euh, si on marque 10 degrés, c'est qu'on est orienté vers l'est. Donc, pour nous, c'est parfait. On va mettre 10 tout de suite, puis on pourra analyser par la suite c'est quoi l'impact que ça a de changer l'orientation. On va mettre 0, tiens. On est en plein sud. On a rentré nos valeurs pour le sud. On va rentrer nos valeurs pour le nord. 22.3 encore. À l'est. 4.6. À l'ouest. Là, je sélectionne toutes les surfaces. Donc, j'inclus les portes, les fenêtres, parce qu'ils vont se faire soustraire par la suite. Donc, ici c'est la valeur R, donc l'isolant. On peut l'avoir en valeur R ou la valeur RSI, donc R système international. Je suis pas mal plus familier avec les valeurs R américaines. Donc on a une isolation de 15, ce qui est, juste pour vous donner une référence, le code du bâtiment québécois, il est à 24. Donc on est pas mal plus bas. On pourrait euh, se mettre une valeur, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de un, se créer notre coupe de mur. Donc ici, lorsque des fois c'est pas présent, vous pouvez aller. Ah, je pense que ça sera tout le temps présent, mais vous pouvez le dupliquer. Si jamais ça n'existe plus, c'est de toutes les. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, j'ai tout le temps la même chose. Fait que si jamais il n'y en a plus, vous pouvez. Je suis certain. Ouais. C'est que si vous cliquez sur la petite maison, ici c'est fait pour lier à une coupe de mur ou à une coupe de toit, ou sinon on crée un nouveau. Fait qu'on va créer une nouvelle coupe. Donc ici on va faire coupe de mur. On va mettre. Puis là on va choisir la composition de notre mur. Donc ici, surface extérieure. Donc mettons on a un parement de bois. On a tous les matériaux. Il y a vraiment une belle librairie de matériaux. On a même des palots de paille pour l'isolation. On a du bois massif, contreplaqué. On va dire qu'on a un recouvrement de pain. Pour l'épaisseur, je vais aller en pouces. Pour 5 d'épais. Lui, il sait déjà que le bois massif mou, c'est 1.2 R au pouce. Si j'avais mis bois dur, c'est légèrement moins isolant. Mais ça pour dire que dans la librairie, pour chaque matériau, il y a sa conductibilité thermique, sa résistance thermique. Donc en fonction de l'épaisseur, lui, il va faire la, il va faire la mathématique, puis il va nous le sortir. Donc on a du bois,
Euh, on a, mettons, une forens, donc un espace d'air. Euh, Laine, contreplaqué, plâtre, polystyrène. Je suis habitué de travailler en anglais, donc c'est comme un petit peu spécial pour moi, là. Juste trouver les bons termes. Ça peut être espace d'air, lame d'air, ok. Lame d'air avec ajout d'une surface réfléchissante. Ça, c'est si on avait mis une pellicule d'aluminium ou, mais dans notre cas, c'est une lame d'air. On a une forens de 3 quarts de pouce. Après ça, on va se mettre une ossature de 2 par 4. Ça, c'est vraiment standard, là. C'est dans le cas où est-ce qu'on a vraiment un mur peu épais. On est contraint par l'espace. On pourrait se mettre un mur. On va mettre un mur 2 par 4 isolé à la laine minérale. Laine isolante en panneau. Fait qu'on a 2 par 4. Et là-dessus, je vais pas mettre le polythène. Je vais juste mettre un gypse par-dessus. Donc, gypse, c'est-tu gypse? Non. C'est-tu un panneau de béton, plâtre? J'imagine que c'est plaque au plâtre, là. Je suis vraiment pas bon avec mes termes français. Panneau de fibre dure. Fait qu'on pourrait changer la langue. Simplement pour voir comment. Gypsboard, fait que c'était ça. Ok. On va le garder comme ça, 2 secondes. Fait que gypsboard, chose, on peut pas faire des fractions. Fait que si je voudrais faire 5/8, il va pas comprendre. Donc 5/8, gypsboard. Donc, ouais, c'est un peu bas. R13 au pouce. Donc on va. Hey, c'est R13 pour notre mur. Je trouve ça assez bas. Donc on pourrait. Si c'était moi, euh, sur mon, mon 2 par 4, je mettrais 1 ou 2 pouces de polysocyanurate. Ou sinon, pour couper les ponts thermiques. Ou on pourrait faire ça dans le purpose case, là. On va garder ça basse efficacité. Gypsum board. Fait que ça, c'est vraiment si. Euh, 7,25, 5,8. Si on est vraiment contraint par l'espace, puis on a construit ça comme ça. Ou peut-être qu'intuitivement, on penserait que ça serait correct de construire comme ça, là. Donc, simplement isoler avec les 2 par 4 avec un recouvrement de bois. Ici, c'est une section pour mettre les ponts thermiques. Donc, on a un pont thermique. Donc, glass board. Allez, j'avais pas.
ça qui arrive quand que je le fais en français. Fiberglass. Tiens. Non, déjà là, ça a augmenté. Fait 15, on est à la même valeur que initiale avec Red Screen, avec l'archétype. Donc ici, on a du fiberglass. On a des, on a des ponts thermiques en bois mou, donc nos 2 par 4 en pin. Et là, nos 2 par 4 sont à chaque 16 pouces. Puis ils ont 1.5 d'épais sur 16 pouces. Donc j'ai fait 1.5 divisé par 16. Donc il y a 10% de notre surface de mur, au moins 10%, parce qu'après ça, tu as les. Ça, c'est les verticales, mais tu as les horizontales. On va mettre 10, mais ça pourrait être 10 à 12% de pont thermique dans notre fiberglass. Puis ça va abaisser notre facteur R. Donc ici, si on avait 0, on était à 15. On est à. On va mettre ça à 12. On est à 14.8. On pourrait mettre d'autres pertes. Par exemple, si on avait un balcon ou une slab, une slab, une slab. On va dire une slab. Fait qu'on a créé notre coupe de mur, on va la lier ici. Fait que tous nos murs, on va. Ok, ici linké. Ici linké. Ici linké. Ici, on le lie. Fini pour les murs. Maintenant nos fenêtres. Donc on va rentrer nos superficies. Ça, vous ne pourrez pas le faire, mais moi je vais sauvegarder juste pour ne pas perdre ces informations-là. Donc, nos fenêtres au sud. 4.5 mètres. Ici, on est en mètres. 4.5. Au nord, 2.3. Donc ici, on est à l'est. 0.7. Ok. Puis à l'ouest, on a rien. Euh, donc, la valeur isolante de nos, nos fenêtres, encore là, on peut avoir des valeurs typiques. Donc, nos fenêtres sont fixes. Ou on pourrait dire que notre fenêtre à l'est est ouverte et est abattant, puis le reste sont fixes. Donc, Fix Windows. Euh, donc ici, on est notre cas typique. On a, selon toute vraisemblance, fenêtre double avec argon, l'OI argon. C'est pas mal standard. Donc ici, on a Center of Glazing, mais nous, c'est la fenêtre qui comprend le cadre qu'on veut le facteur isolant. Donc typiquement 1.84
pour la résistance thermique et le SHGC qui est le Solar Heat Gain Coefficient. Ça, c'est un indicatif par rapport à la transparence. Ça inclut beaucoup de paramètres, là, mais la façon facile de l'expliquer, c'est la transparence. Donc, c'est la quantité d'énergie solaire qui est capable de traverser la, la fenêtre. Donc, si on veut avoir une maison qui favorise la, le bioclimatisme, donc qui favorise les gains solaires thermiques, on veut maximiser notre SHGC, du moins pour les façades sud. Parce que il n'y a rien de parfait. Donc, plus qu'on augmente la capacité isolante de notre fenêtre, donc plus que notre U ici rapetisse, c'est pas une valeur R, c'est une valeur U. Donc, c'est l'inverse de la valeur R. Donc, plus que notre U est petite, notre valeur U est petite, plus que notre fenêtre est performante au niveau thermique. Mais ça implique que généralement, ils vont rajouter des membranes low-E, ils vont rajouter des pellicules d'aluminium dans la fenêtre. Donc, les rayons de soleil passent moins. Donc, généralement, comme ici, on a une fenêtre super performante, deux pellicules low-E avec argon, une valeur U de 1.18, mais notre SHGC vient de tomber à 0.41. Donc ça, c'est le genre de fenêtre qui est parfaite au nord, au nord, à l'est, à l'ouest. Mais au sud, on a quand même intérêt à garder ça euh, plus dans ces environs-là, là. Donc dans notre cas, on va mettre une fenêtre double, LOI, 1.84, 61. On va le répliquer partout sauf à l'ouest, à l'est. Là, on va regarder qu'est-ce qu'il suggérait pour... euh, excusez, j'ai cliqué sur Window à place de U-value. For Opera, pour les fenêtres abattants. Donc, on va prendre la même qualité, mais là, c'est abattant, donc c'est normal qu'il y ait plus d'infiltration. Donc, le facteur U soit plus élevé. Donc, 2.04, puis encore là, à 52. Ah, je pense que j'ai fait une gaffe, hein? Je pense que j'ai fait deux fois des gaffes. Je vais faire CTRL Z. Puis ici, on était à 1.8. OK. Donc, on a nos fenêtres. On aurait pu aussi, à place de mettre une surface en mètres carrés, on aurait pu mettre un pourcentage. Donc, par exemple, 30% de ma fenestration au sud, ben, 30% de ma surface au sud est en fenestration. 5% au nord. C'est pas mal pratique quand on fait des gros bâtiments ou on veut juste avoir une idée. Nos portes. Donc, on a une porte au sud. 1.7. Je vais me fier à la valeur isolante par défaut. Si vous aviez une porte vitrée, mais là, il aurait fallu le mettre dans la fenêtre. Pour le toit, on
prendre toutes les surfaces. 21 mètres carrés. Le facteur U, encore là, on pourrait créer notre, notre coupe de mur, notre coupe de toit, ou on peut simplement le rentrer. Dire que notre toit. J'ai de la misère à imaginer. On va le faire. Create new. Donc, à l'extérieur, on va y aller avec une tôle. Metal sheeting. Aluminum. On pousse. C'est quoi, peut-être un 32? Après ça, un espace d'air. Malgré que ça serait intelligent pour une mini-maison d'avoir d'isoler ça ou avec des panneaux isolants pour minimiser le... Oh, on a un espace d'air là. On a un espace d'air de 3 pouces. On va continuer à isoler la laine de roche là. Fiberglass. Mettons qu'on a des trusses des 2 par 6. Donc on a 5,5 pouces. Donc on est à R25 par défaut. Ça va ressembler nos ponts thermiques. Air cavity. Ah, on va finir notre maison. On va se mettre un gypse. Bon, on peut mettre ça beau là. On va mettre du bois. Donc fiberglass, on a des ponts thermiques, du bois. Encore là. Là, il y en a un peu moins. C'est peut-être au 24 pouces. 1.5 divisé par 24. On va mettre ça à 7%. Donc, on a un facteur R de 25 pour notre toit. On va venir le lier. Il est déjà lié. Link to coupe de bois, coupe de toit. Notre plancher, surface de plancher, on est à 52. Air value. En fait, là, je suis en train. Chose à noter. Ici, c'est floor. C'est plancher. Je vais le remettre en français. Ça, c'est un. Il y a... Il faut vraiment porter attention entre plancher et dalle de fondation. Pour une maison normale, ça sera toujours une dalle de fondation puisque c'est en contact avec le sol. Un plancher n'est pas en contact avec le sol. Donc, il y a de l'air qui peut passer en dessous. Donc, si on avait un agrandissement dans le vide, cette surface-là, elle serait en plancher. Mais sinon, si on a une dalle de fondation, soit sur sol ou avec des euh,
niveau du sol ou sous le sol, isolé, non isolé, c'est ici qu'il faut le mettre. Dans notre cas, on est vraiment une maison mobile, donc sur roue, il y a un espace d'air en dessous, donc on est en plancher. Fait qu'en mètre carré, puis on n'a pas de. On va rien mettre dans le dalle de fondation. Là, notre, on pourrait encore là créer un nouveau, une nouvelle coupe ici. Coupe de plancher. Fait que, surface extérieure. Il y a beaucoup de monde qui mettent, qui vont finir avec de l'uréthane ou avec une tôle d'acier ou d'aluminium. Dans notre cas, mettons, on a l'uréthane, nos solives, dans le fond, notre trailer, donc une épaisseur d'acier avec à l'intérieur des panneaux isolants ou de l'uréthane. Après ça, on va avoir un plywood, puis après ça, un fini intérieur. Donc, on va commencer avec une couche de polyuréthane, polyuréthane giclé, au moins un 2 pouces. Après ça, on va avoir notre frame d'acier. À l'intérieur, on va mettre des. On peut encore mettre du polyuréthane giclé. Ça, le faire en 2 coups, ça va nous permettre d'avoir. De mettre notre pont thermique. Donc, un 4 pouces. Fait qu'on va des tubulaires d'acier de 4 pouces. Par-dessus ça, on va avoir un plywood. Donc, un contreplaqué. Alors, contreplaqué. Voilà. 3 quarts de pouce. Puis par-dessus, on pourra avoir un beau fini avec un bois franc. Donc, tout est là. Là, ici, on a notre pont thermique en acier. Et ça doit ressembler pas mal à nos murs de tantôt, là. Je vais mettre 12%. Hey, c'est plein, c'est pas assez plein. Poteau d'acier. Donc, notre enveloppe, là, on est fini avec le plancher. On est lié à coupe de plancher. Là, taux de renouvellement d'air. On a besoin. Là, on peut changer la méthode. Euh, la méthode calculée, c'est simplement. C'est très empirique. J'imagine que ça va être en fonction des surfaces de fenêtres, des surfaces de murs. Moi, je préfère le faire au volume. C'est plus représentatif pour moi. Donc, si on a une surface de plancher de 52 mètres et c'est quoi? C'est 10 pieds de haut, donc 3 mètres de haut. Fait que 52 fois 3 mètres, 156 mètres carrés. Mètres cubes, excusez. Ici, on va mettre la même chose pour tantôt. On va garder ça avec. Je trouve ça élevé, 0.6 là. On va tout de suite mettre ça à 0.4. Puis tout dépendant de notre système d'isolation, ça va être moindre.
Par exemple, déjà si on porte une attention à l'étanchéité, on fabrique notre maison, on est capable de significativement baisser de changement d'air ou utiliser une méthode qui, a priori, minimise les infiltrations, comme euh, par exemple les murs préfabriqués en SIP, en Structural Insulated Panel, donc des panneaux isolants structure, ouais, des panneaux structurants composés en sandwich, aucun pont thermique, aucune infiltration, donc quand tu n'as pas de coupe-vapeur à percer lorsque tu mets tes vis, là, tes forens. Il n'y a pas, y a pas de pare-vapeur. C'est un panneau, un styromousse. Tout ça pour dire, on va commencer avec point 4, puis probablement qu'on va le baisser encore pour le cas proposé. Notre système de chaleur, on l'a créé tantôt, un système de chauffage électrique 100% d'efficacité. Donc là, on a notre consommation de chauffage annuelle, donc en kilowattheure. Donc on a fini l'enveloppe, c'était le plus gros morceau. On peut s'attaquer à l'éclairage. Donc ici, on peut commencer tout de suite avec un éclairage incandescent ou fluo compact. Puis on pourra mettre incandescent. Puis on pourra analyser, par exemple, si on met des LED, la consommation plus tard. Comme des lumières 60 watts. Ici, pour le rendement, c'est des lumens par watt. Ça vient automatiquement, là. Ça fait que si je mets un T2, un T12, l'efficacité va s'adapter. Nombre de luminaires, nombre de lampes par luminaire, on va laisser ça à 1. Perte. Je trouve ça drôle qu'il ait mis 0%, 0 watts de perte. Ok, c'est possible. Donc, nombre de luminaires. Donc, je vais me fier à leur fichier de luminaires pour notre maison. Malgré qu'il est 3 fois plus petite. Fait qu'on pourrait juste couper de 3. Donc là, on se retrouverait avec 2 luminaires de 60 watts et 2 luminaires de 100 watts. On pourrait mettre 4-4 dans notre cas. Vous pouvez calculer. Il y a des façons de faire, là, de calculer exactement le nombre de lumens qu'on a besoin en fonction de notre surface et de l'occupation de notre zone. Euh, J'ai même un tableur qui pourrait aider à faire ça, là. Mais je vais pas chercher, ça me tente pas de chercher. Euh, Ce qui est intéressant dans le formulaire des luminaires, c'est le nombre d'opérations d'heures, soit par jour, par semaine, par mois. Donc ça, c'est super important pour déterminer la consommation énergétique. Donc, nombre d'heures par jour qu'on utilise des 60 watts. 4 heures, ça me semble un peu bas. On pourrait mettre 6 heures. Euh, par, on a des, dans la base de données, on sait le nombre d'heures de chaque lampe. Puis on sait comment coûte chaque lampe.
Ça, c'est des bases de données. À chaque fois qu'il y a un petit signe de dollar, c'est qu'il y a une base de données de coût. Donc là, on a une lumière incandescente. En moyenne, par lampe, ça nous coûte 2 $. On va ôter le 15 $ d'installation puisque la personne n'est pas payée à faire ça. On ne paye pas un électricien. Donc, ça va être pratique quand on va faire l'analyse financière. Un autre aspect super important, c'est ici. Fait que c'est l'impact de l'énergie. Ben, on s'entend, un luminaire de 60 watts, lorsqu'il est allumé, émet 60 watts de chaleur dans l'environnement. Fait que si cette luminaire-là est dans votre enveloppe du bâtiment, ben, vous chauffez votre enveloppe du bâtiment. Donc c'est ici qu'on va dire à quel point il y a un impact. Par exemple, si vous aviez des, des luminaires encastrés et que, par exemple, 50% de la chaleur risque d'aller dans votre entre-toit. Donc si c'est encastré, puis c'est encastré dans l'entre-toit, ben, on peut considérer que seulement 50%, donc la lumière qui est radiée, qui va rentrer dans votre espace. Le reste va être perdu dans votre entre-toit. Mais dans le cas de notre mini-maison, euh, il n'y a pas d'entre-toit. Ben, il y a quand même possibilité. En fait, ouais, j'aimerais ça qu'il y ait des entre-toits. Fait que nos 60 watts vont être en entre-toit. On n'a aucun impact sur la climatisation parce on n'a pas de système de climatisation. Mais ça serait techniquement la même chose là, pour le système de climatisation, si on en avait un. Fait qu'à faire attention, ici, on va laisser ça à 100%, comme c'était dans notre... Ou non, toutes nos lumières sont castrées. Je change tout le temps d'idée quand je fais des conceptions. On pourrait aussi faire ça, là, plus rapidement. Ok, donc lumière extérieure. Là, ici, on le voit, là, on est une luminaire extérieure. On n'a aucun impact sur notre, nos gains thermiques. Fait qu'on aurait deux luminaires de 60 watts à l'extérieur, allumés 6 heures par jour. Ça fait du sens. Donc ça, par année, ça consomme 263 kWh, quand même. Ça, on aurait intérêt à le mettre un LED, parce qu'il sert absolument il sert pas à chauffer, là. On perd l'énergie à l'extérieur. Fait qu'on a intérêt à avoir la plus basse consommation énergétique pour notre capacité à illuminer. Ok, donc équipement électrique. Ici, on va rentrer tous les équipements qu'on pense utiliser dans notre maison. Donc, avec la consommation, c'est le fun, là. On a des ordres de grandeur ici pour chacun des équipements. On a une liste, quand même une bonne liste d'équipements typiques. On va indiquer le nombre d'heures par jour qui sont utilisées et le pourcentage d'utilisation. Donc, ordinateur, ça tourne effectivement, là, ça peut tourner autour de 50 watts pour les plus récents et un peu moins performants. Ça tourne autour de 100, fait que 80 watts, c'est correct. 4 heures par jour. Puis sur ces 4 heures-là, il est utilisé 75% du temps. La vaisselle, four micro-ondes, cuisinière, grille-pain, téléviseur et d'autres petits équipements, comme qu'on dit. Tout ça, ça a un impact 100%. Donc, la consommation énergétique de ces équipements-là se traduit en gain de chaleur dans la maison. Donc, c'est absolument vrai. Ton ordinateur, tu joues avec dans ton salon, ben, ce qui va dégager en chaleur, il va aller dans le salon. C'est la même chose pour le grille-pain, téléviseur, four micro-ondes. Donc,
100% de gain dans la maison. Buanderie, est-ce qu'on a une buanderie? On a une buanderie. On a peut-être une petite sécheuse. Un lave-linge. Ça, on pitch notre chaleur à l'extérieur. C'est notre sèche-linge, à part si vous rejetez votre chaleur dans votre maison, ce que vous pouvez très bien faire pour, surtout l'hiver. Tu sais, l'hiver, tu repitcherais ton air chaud et humide dans ta maison parce que tu veux de la chaleur et tu veux de l'humidité. Fait que là, t'arrêtes ça à 100%. Dans notre cas, on l'a pas. Ventilateur, donc ventilateur de salle de bain, ventilateur si tu avais un VRC ou juste un ventilateur, un échangeur d'air. Fait que générateur de chauffage, générateur de chaleur. Donc c'était dans le cas qui avait son chauffage au propane, là, au gaz naturel. Il a besoin d'un système de chauffe, un ventilateur. On va avoir un ventilateur de salle de bain puis de cuisine. Donc là, ils ont rajouté un formulaire pour les pertes en mode veille. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour le considérer. Ça, ils considèrent que tu fermes pas ton laptop. Tu fermes pas ta télévision, elle tombe en mode veille. On le néglige souvent cet aspect-là, mais c'est important de le considérer. L'eau chaude. Donc pour l'eau chaude, il y a différentes façons de le calculer. Il y a la méthode 1, 2 et la méthode piscine. Méthode 1, on sélectionne un type d'unité. Donc dans notre cas, on a une maison, le nombre d'occupants, puis le taux d'occupation, puis ils vont nous conseiller le besoin d'eau chaude estimé par jour. Donc ce qu'on va rentrer par la suite ici. Température de l'eau, nombre d'heures d'opération. On n'a pas de système de récupération de chaleur. Puis on va le connecter à notre système d'eau chaude sanitaire. Si on avait un système instantané au gaz naturel, on irait chercher notre, notre équipement qu'on aurait créé qui fonctionne au gaz naturel pour l'eau chaude sanitaire. Donc ici, on aurait fait gaz naturel, puis il y aurait eu un rendement de 75%. Mais on est à l'électricité. Donc là, on a fini notre cas actuel. Donc, comment ils appellent ça? Cas de référence. Ici, il y a une nuance à faire entre le cas de référence énergie et le cas de référence consommation de combustible. Énergie, c'est ce que le besoin en énergie du bâtiment, ça ne considère pas le rendement des équipements mécaniques. Par exemple, si on avait eu un chauffage au gaz naturel à 75% d'efficacité, euh, on a besoin de chauffer plus pour avoir la même quantité de chaleur. Donc ça va se refléter dans la consommation de combustible. Maintenant, entre les deux, présentement, il y a absolument, il y a aucune différence. Parce on chauffe à l'électricité avec un rendement de 100%. Mais si on avait un rendement de, de 75% électrique pour une raison X, on aurait une différence. Fait que énergie, on serait encore à notre 4963 comme tantôt, mais notre consommation de combustible à 5000. Donc on a besoin de
sais, on peut le faire au simple, c'est 5779. On a juste à, pour arriver à la même résultat, 4963 divisé par 0.5. J'ai fait 0.75 ou 0.5? Ok, je me suis fait avoir. Il faudrait que je mette aussi l'eau chaude. Fait que si je mets l'eau chaude à 75, chauffage à 75, là je serais à 118 exactement. Et nous, dans notre cas, on est à 100%. Donc là, on a modélisé une maison. C'est ça qu'on voulait voir dans cette vidéo-ci. Donc on a une maison que selon une année typique, selon notre modèle actuel, on consomme 5000 kWh de chaleur et on consomme 5500 kWh d'électricité. Donc on a un relativement, là ça va changer beaucoup les pourcentages. On a notre chauffage est à 24%, contrairement à tantôt avec l'archétype qui était à 50%, 55%. Puis ça, c'est normal parce que on va se rendre compte que dans une mini-maison, l'hiver, euh, on a moins de surface, on a moins de perte de chaleur, on a moins de volume à chauffer, puis on se rend compte qu'on a pratiquement les mêmes équipements électriques que dans une maison standard. On a quand même le four, on a quand même la sécheuse, on a quand même les ordinateurs, la télévision, le grille-pain. Tous ces équipements émettent de la chaleur dans notre bâtiment, mais maintenant on a moins de volume à chauffer, donc ça compense beaucoup. Fait que toutes les, les consommations électriques, ici ça va être grosse, on pourrait le montrer là. Je vais générer une maison classique, si on veut, une maison, un archétype de maison conventionnelle. Puis la consommation électrique, elle devrait être relativement pareille. Un attaché, un détaché. On était à Montréal. Comme c'est ce genre d'analyse-là qui est intéressant à faire. Fait que 4130 pour une maison unifamiliale détachée. Puis là, on consomme plus. Fait que pourquoi on consomme plus? Éclairage, équipement. Nos équipements électriques sont pas mal plus élevés. C'est-tu moi que... Ok. Sont-tu vraiment plus élevés? Ah, note là. Combustible économisé, code de référence. Fait il est deux fois plus élevé, ce qui est normal, parce qu'on a pas mal plus de lumière.
par rapport à l'électricité ici, plus de ventilateurs, la buanderie elle consomme plus, plus de perte de veille, mais c'est simplement 2 fois plus de consommation d'électricité, tandis que le chauffage, il est 7 fois plus élevé ici, là. Donc c'est ça mon point. On rapetisse, par exemple, 4 fois notre superficie au sol, on va simplement réduire 2 fois notre consommation électrique pour nos équipements électriques, mais on va réduire 7 fois notre consommation au chauffage. Donc, dans le prochain vidéo, là, on va faire notre cas proposé.